Le doyen de nos collaborateurs à Laval et compagnie, Jean-Jacques Lapierre, ne sera pas avec nous en studio cette semaine. Il a plutôt décidé de nous faire découvrir une maison patrimoniale vraiment unique, la maison Charbonneau, notre trouvaille de la semaine. Alors, nos salutations les plus cordiales. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir un aspect important de l'histoire de Jésus. Nous allons vous faire découvrir la maison Charbonneau. Et j'ai avec moi M. Yvon Vaillancourt, qui se connaît bien dans l'histoire de la maison Charbonneau, qui va nous donner des informations importantes. Yvon Vaillancourt, quelle est l'importance de cette maison par rapport à l'histoire de Jésus? Évidemment, l'importance de cette maison, c'est qu'elle a été érigée par le petit-fils d'Olivier Charbonneau. Ah, le petit-fils. Qui s'appelait comment? Qui était Olivier, oui. Et qui était un des fondateurs de la terre seigneuriale, pas la fondateur, mais qui s'est occupé de la terre seigneuriale pour le seigneur à cette époque-là, en 1675. Et puis ça, il y a eu un enfant qui s'appelait Joseph? Bien, il y a eu... plusieurs enfants. Plusieurs enfants. Olivier a eu 7 enfants. 7 enfants. 2 des enfants d'Olivier un peu augmenté la population de l'Égypte. Oui, ils ont contribué. Dont Joseph, qui a eu 11 enfants. 11 enfants. Dont Michel, qui lui s'est érigé cette maison-là pour probablement sa deuxième épouse. Ah, sa deuxième épouse, Marguerite Rochereau, qui l'a mariée en 1734. Cette maison-là, là, on ne peut pas voir sous le linteau, mais il semble que le relevé et l'évaluation préparée par la direction architecture de l'Université de Montréal montrait 1736. Alors, 1736. Mais ces maisons-là ne se construisaient pas en 6 mois, là, quand même, hein? Non. Probablement que cette maison-là, c'est une des 3 qui reste encore dans le quartier Saint-François. Oui, d'accord. Puis ça prenait probablement 4-5 ans. 4-5 ans à construire, hein? Ouais. Peut-être qu'il a commencé ça en 1730 pour arriver à cette date-là de 1736. Les murs qui sont érigés, c'est étroit, c'est large? Non, les murs de ces maisons-là, celle-ci en particulier, ont 3 pieds de large. 3 pieds, ça veut dire 1 mètre de large à peu près? 1 mètre de large, oui, c'est ça. Est-ce qu'il y avait un sous-sol dans cette maison? Oui, un sous-sol, qui est un vide sanitaire qu'on appelait. Là, oui. Une maison à 2 étages, même... Il y avait combien de foyers pour chauffer ça? Parce que c'était pas facile à chauffer quand même. Oui, par les 2 cheminées, là, je pense qu'il y avait 2 cheminées. 2 cheminées, donc c'est probablement 2 sorties de flammes, là, 2 sorties de fumée. Yvon, qu'est-ce qui incitait Michel à choisir ce site-ci, le site qu'on voit actuellement, pour élever sa famille? Bien là, on sait que les chemins ont été tracés en 1732. Oui. Fait que je pense que le chemin de la Côte-du-Nord, qu'on appelle, là, depuis 1732, les chemins étaient faits, qui étaient entretenus par les colons, OK, d'accord. Mais à partir de ce moment-là, c'était plus facile de venir s'établir face au chemin. Dans le choix d'un site, il était très important de satisfaire nos besoins alimentaires, par exemple. Le choix de la rivière, est-ce que c'était bon pour aller pêcher, pour la pêche? Bien, on pouvait aller pêcher. Les gens avaient leurs terres, pour être autosuffisants quand même. Oui, c'est ça. Il y avait des terres qui étaient de quelle grandeur environ? Bien, toutes les terres qui étaient octroyées par le Seigneur étaient de 3 par 20 arpents. OK. Puis les gens qui avaient beaucoup d'enfants, ils pouvaient augmenter ça jusqu'à 40 arpents. 40 arpents? Oui. Et c'est fréquent, ça. Et ils avaient quoi comme pour instrument pour entretenir la terre, pour labourer? C'est ça. C'était avec les animaux, le cheval. Hein. Bien, on m'a dit que c'était surtout le bœuf parce que... on m'a dit que bœufs aussi, oui, parce que les Indiens avaient peur des bœufs au début. C'était un synonyme de malheur avec les cornes. On me dit qu'ils avaient peur. Mais à un moment donné, ils sont habitués assez rapidement, ils diraient quoi? Mais quand même, les gens parvenaient quand même à bien développer D'ailleurs, la guerre était finie. Après 1701, les Iroquois se sont tenus beaucoup tranquilles. On a pu quand même progresser dans établir les censitaires, en fin de compte, établir les colons. Mais pas loin d'ici, il y a des maisons qu'on voit qui ont été obligées d'avoir des meurtrières, qui ont des traces encore de flèches. Oui. Il y a eu la guerre. C'est sûr que la guerre contre les Iroquois, c'est toute la période de 1690 à 1700. Ça. À 1700. Puis à ce moment-là, on sait que la maison terrien un peu plus loin.
il y a des meurtrières. Puis ils ont découvert des traces de flèches, même si ça n'a jamais été prouvé que c'était ça. Là. Mais ici, on était un peu plus loin de la pointe parce que les guerres avec les Iroquois, c'est plus vers la pointe. Hein? Puis ici, on était un peu plus loin. Fait que c'était en 1734 que c'était. OK. Alors, je reviens à l'aspect de la rivière. C'était assez important parce que la rivière, ici, le niveau d'eau est assez bas, est relativement bas. Oui. Ça leur permettait de traverser. Oui. Ça leur permettait de traverser pour aller socialiser avec les gens de l'autre côté, quoi. Oui. Moi, j'ai juste à penser à mon premier ancêtre qui était arrivé ici, Joseph. Oui. Il a marié une fille de Lachenay, fait que c'est sûr que l'hiver, il voyageait plus l'hiver. C'était gelé. Ça glace, oui. Mais là, puis les mariages surtout en hiver à cause, justement, Et puis, on avait inventé le bac déjà à ce moment-là, le bac avec un câble. À un moment donné, on avait inventé déjà le bac, hein, OK, avec un câble qu'on tirait, ce que j'ai lu. Oui. C'était assez pratique quand même. Oui. On allait voir nos douces à un moment donné, à ce moment-là, mais les fréquentations, c'était pas comme aujourd'hui. Hein? C'était une fois par mois, puis quelque chose comme ça, et on se mariait rapidement. Il fallait installer ton fanal, probablement. C'est comme ça que c'est parti. Les enfants ici, les enfants là-dedans, il n'y avait pas d'école à ce moment-là. Bien, ici, on dit qu'il y a des ouvertures dans le toit. Hein? Oui. On pense que dans la recherche faite par la direction architecture, il pouvait y avoir des classes, la classe aux enfants au deuxième. Ah bon? Parce qu'il y avait plusieurs trous là, qui permettaient pour accéder au deuxième, pour donner la classe aux enfants. Dans l'architecture de la maison, il y a des choses remarquables. On voit qu'il y a encore un petit peu des cadrages de fenêtres. C'est des cadrages probablement d'origine. Oui. C'est assez intéressant de voir ça ici. Et puis, l'hiver, qu'est-ce qu'on faisait? On voit qu'il y a des fermetures ici. Est-ce qu'on fermait complètement les fenêtres l'hiver? Probablement. Les persiennes, qu'on peut appeler persiennes, on devait les fermer, oui, pour protéger un peu la maison du froid. Là. Puis, évidemment, éventuellement, il y avait un four à pain aussi. Là, OK. Alors, on était autosuffisant, fait qu'il y avait un four à pain. Un four à pain qui faisait partie de la maison. Adjacent à la maison, oui. Est-ce que le four à pain, on s'en servait de l'intérieur ou de l'extérieur? De l'extérieur. De l'extérieur, uniquement, c'était moins dangereux. Oui. OK. Parce que il faut dire que là, on voit que c'est un toit en acier. Mais à ce moment-là, c'était pas des toits en acier. Non, probablement que c'est peut-être des toits en bardeau, là. En bardeau, hein? Dire de quel type courant. De toit qu'on avait, là, mais probablement en bardeau, comme c'était la coutume à cette époque-là. Évidemment, cette maison-là est un peu abandonnée. On sait que la famille Agostino, quand elle l'a acquis en 2008, il y avait des conditions pour qu'elle puisse la restaurer, hein, puis ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait, hein? Mais auparavant, ça appartenait à M. Thibault, qui était un coiffeur, je crois. Oui. Aussi. Et avant ça, ça appartenait à la famille. Ça a été classé sous le nom de Maison Thibault. Là, on l'appelle la Maison Charbonneau parce que c'était... le propriétaire, c'était Michel Charbonneau et ses descendants. Oui. Maintenant, alentour, il y avait des bâtiments. On voit ici une remise qui a probablement été refaite à peu près à la même façon qu'elle était auparavant. Okay, cette remise-là servait pour les chevaux. D'abord, on voit qu'on mettait le foin au deuxième étage. Et puis, pour nourrir les bêtes, à un moment donné, on laissait le foin en bas. C'est exact. Et puis, ça servait probablement pour les animaux, mais sûrement pas pour les vaches. Celle-là, c'était la grange et l'écurie. C'était un peu ces deux-là. Ah oui, la grange et l'écurie qui étaient là, qui a été rénovée récemment. Qui a été rénovée, oui. Depuis 2008, c'est ça. Alors, écoute, Yvon, je pense que c'est une visite vraiment intéressante et je pense qu'on va inciter nos amis lavallois à passer voir cette maison-là. Elle a un caractère important. C'est au 8740 boulevard des Mille-Îles. Elle a un caractère patrimonial important. Puis je pense qu'on va essayer, ce serait important que les autorités se penchent sur la conservation de cette maison-là. Tu es d'accord avec moi, Yvon? Je suis totalement d'accord pour avoir travaillé 10 ans à mettre de la pression pour la restaurer. Bon, bien, formidable, Yvon. Je suis bien content. Je te remercie beaucoup. Tu as été bien aimable de nous prêter tes connaissances pour nous donner des informations pertinentes. Merci.